on parle politique à table précisément car évoquer la pratique des banquets de la première moitié du 19e siècle, 1818-1848 pour être précis, c'est plonger la tête, les bras et l'estomac dans toute une culture politique et côtoyer peut-être la matrice de nos associations politiques contemporaines. Quand la liberté de se réunir et celle de s'associer n'est pas au menu de la vie sociale, le caractère privé du banquet le sauve de l'interdiction. Le regarder de près, observer sa progressive appropriation par le peuple, sa démocratisation et la modélisation des aspirations sociales qu'il met en scène permet de mieux comprendre que l'interdiction du banquet de la garde nationale du 12e arrondissement de Paris soit à l'origine, dit-on, du processus révolutionnaire de 1848. Vincent Robert, vous êtes historien, maître de conférences à Paris Panthéon-Sorbonne. Votre livre « Le temps des banquets politiques et symboliques d'une génération 1818-1848 », je cherche l'édition, publication de la Sorbonne, voilà, il fallait rendre à César ce qui est à César, a obtenu en 2011 le prix des rendez-vous de l'histoire de Blois. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Plusieurs députés ont déjà quitté Paris, notamment messieurs Bellay, Néel, Comartin, Ernoux, Jobès, Ponsard, Paccard, Rupérou et Revoir. Vincent Robert, c'est sur cette énumération de noms que s'arrête l'extrait du journal du commerce que vient de lire Cyril Baer. En quelle année paraît cet article ? C'est en 1818, c'est-à-dire exactement au moment où la vie politique française commence à prendre un tour, disons, apaisé, puisque décidément on a tourné le dos à la terreur blanche. Les derniers tribunaux d'exception viennent de disparaître. Et ceux qu'on appelle les libéraux, c'est-à-dire à cette époque-là la gauche, voire l'extrême gauche de l'opinion politique, disons, limitée à des milieux très étroits, mais enfin bon, disons, donc ces gens d'extrême gauche peuvent pour la première fois se réunir, se voir, constater qu'ils sont plus nombreux qu'ils ne l'auraient pensé, et en fait c'est la première fois qu'ils sortent d'une sorte de clandestinité qui leur avait été imposée par les circonstances de la Restauration et de la Terreur blanche. On est donc en 1818, on parle du dîner de l'Arc-en-Ciel. C'est un dîner qui ouvre quasiment votre livre car il est important. Il lance une sorte de campagne des banquets que vous allez suivre et dont vous allez suivre l'évolution quasiment comme une sorte de saga jusqu'à 1848. On parle ici dans ce texte de journal d'une imposante réunion. Il est préalablement cité plusieurs centaines de citoyens. Est-ce que c'est à peu près le nombre de gens qui sont généralement réunis par ces banquets ? Oui, c'est même assez nombreux en fait, parce que quand le banquet de l'Arc-en-Ciel fait des émules en province, c'est plutôt une cinquantaine de personnes ou une petite centaine de personnes, ce qui s'explique assez bien parce qu'en fait, pour participer à ces banquets, il faut une solide fortune. Ce sont des banquets qui sont offerts par souscription aux députés. Les députés sont des gens qui sont d'une certaine manière l'élite de la nation. Ils doivent payer 1000 francs d'impôts directs, ce qui est énorme. Il y a à peine 20 000 personnes qui sont éligibles à ce moment-là, qui peuvent envisager de devenir députés. Donc les députés sont des gens de qualité. On ne peut pas leur offrir, comme ce sera le cas beaucoup plus tard, simplement du jambon et du gruyère. Il faut que le repas soit quelque chose d'assez raffiné, même si on a toujours beaucoup de mal à savoir ce qu'ils mangent effectivement. En fait, donc, c'est simplement une manière de se prouver qu'on existe, qu'on constitue une sorte d'association, au moins dans la perspective des prochaines élections, avec des corps électoraux qui sont en fait à chaque fois extrêmement réduits. Dans le meilleur des cas, sous la monarchie de Juillet, après un élargissement du suffrage, on a des corps électoraux, des collèges électoraux qui font 1000 personnes. C'est-à-dire en gros que tous les électeurs sont presque susceptibles de se connaître. À Paris, près de 1000 personnes. En province, c'est plutôt 200, 300 personnes. Donc rassembler 40 personnes pour un banquet, c'est pour un parti de gauche, dans ce cas-là, les libéraux, affirmer une vraie puissance locale. C'est renforcer des liens entre des gens qui ne se connaissent pas très bien, mais qui, à partir du moment où ils auront mangé ensemble, se considéreront d'une certaine manière comme des frères, au moins temporairement. Naturellement, on sait aussi que certains, quand on a fait circuler les listes de souscription, n'ont pas voulu signer.
soit qu'ils aient été trop près du pouvoir, soit qu'ils ne soient pas de cette idée-là, de cette opinion-là. Et on se souvient très bien aussi de ces noms-là. Ce qui fait qu'en fait, à une époque où, comme vous l'avez dit, la liberté de réunion et d'association n'existe pas, le banquet est une sorte de réseau informel qui préfigure le parti politique. Bon, beaucoup plus souple évidemment, et qui s'oppose en fait à autre chose, qui est la hantise de tous les gouvernements, et qui est en même temps considéré par les libéraux comme un peu dangereux, qui serait la société secrète, la conjuration. Comment échappe-t-il à l'idée du trouble public? C'est-à-dire que finalement, ils se réunissent tout de même, finalement, ils sont plusieurs à un endroit et finalement, ils vont quand même échanger des idées, ils vont quand même faire office de réunion et d'association. Comment échappe-t-il à ça? Mais en fait, ce sont des réunions qui sont privées. C'est dans un lieu privé et personne, et en particulier pas la police, n'a le droit d'y intervenir. Même quand ça se déroule dans les salons d'un hôtel qui dispose de suffisamment de place pour les accueillir. C'est privé, la police ne peut pas intervenir, et en même temps c'est parfaitement public, parce que le compte-rendu du banquet sera publié dans les journaux, avec quelquefois des nuances intéressantes, et c'est public aussi parce que, en fait, tout ce qui se sera dit sera retransmis au dehors. Dans un banquet, il y a toujours au minimum des gens qui font le service. Et ces gens qui font le service parlent. Et puis il y a des moments de discours, et ce sera justement intéressant de voir dans quelle mesure est-ce que ces discours sont reliés. Mais justement, si on prend cet article du journal du commerce qui paraît après ce dîner de l'arc-en-ciel, qui dit il y règne un ordre parfait et une gaieté sans pareil, je sais pas, je dis ça de mémoire, est-ce que c'est une façon de rendre la réalité de ce banquet, ou est-ce que c'est une façon d'aménager cette réalité, d'aménager la façon d'en rendre compte pour, je ne sais pas, ou bien protéger ce qui s'y est passé, ou bien travestir ce qui s'y est passé? Il ne s'agit pas de le travestir, il s'agit de montrer que on est dans une société vraiment pacifiée et que c'est une vraie fête. Et c'est une fête sans notes discordantes. Alors des notes discordantes, en fait, pratiquement, ça arrive qu'il y en ait. Mais il est extrêmement important que personne ne s'en rende compte à l'extérieur. Parce que ce serait quasiment un scandale public, et la preuve que ce serait quasiment une insulte personnelle qui se produirait en public, et ça ne pourrait se régler que par un duel ou par une scission fracassante entre deux personnes deux personnes ou deux groupes qui normalement devraient collaborer. En tout cas, le banquet était là pour les amener à collaborer. Si vous voulez dire si une altercation à table était rapportée. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est inimaginable. Alors naturellement, les journaux royalistes, les ultra-royalistes en particulier, sont à l'affût. Ils espèrent qu'il se produira un incident. S'il se produit un incident, ils essayent de le monter en épingle et d'en faire leur chou gras. Mais disons que ça fait partie des polémiques de ce temps-là. Quand vous dites qu'il est compliqué de savoir ce qui s'y mangeait, tout de même, c'est assez curieux d'imaginer des tablés de dizaines, de centaines de personnes. Qu'est-ce qu'ils partagent? Qui cuisine, par exemple? Puisque vous dites dans ce livre que malheureusement, s'il y a bien une constante tout au lieu de ce 19e, c'est qu'il n'y a pas de femmes à table, ou alors des femmes ce qu'on dit de femmes de seconde zone, des prostituées, des actrices, des femmes à la dérive. Pour autant, est-ce que ce sont elles qui sont aux cuisines? Non, de toute façon, dans les cuisines des grands restaurants à cette époque-là, il n'y a que des hommes. Donc il y a vraiment des hommes du début jusqu'à la fin de ces repas, de ces banquets? Pas tout à fait, de temps en temps, pour montrer à la bonne société que tout s'est effectivement très bien passé, on autorise quelques dames choisies à venir jeter un coup d'œil dans la salle pour qu'elles puissent témoigner que c'était effectivement très décent et très honnête. Mais pour en revenir à ce qu'on mange, en fait, il faut distinguer les périodes. C'est-à-dire que sous la Restauration, ce sont des dîners par souscription qui sont... le montant de la souscription est extrêmement élevé. Ce qui signifie qu'il faut pouvoir débourser 15, 20 francs, 25 francs pour participer à cette fête. 15, 20 francs, 25 francs, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est plus que ce que gagne un ouvrier dans une semaine de travail, et un bon ouvrier. Donc dans ce cas-là, ça signifie que ce sont des gens riches, et par conséquent, ce qu'ils mangent va être bon. Mais on ne nous le dit pas parce que
le banquet étant destiné à rassembler l'opinion libérale qui ne contient pas absolument que des gens riches, il vaut mieux pas trop donner l'image d'un souper de Lucullus. Bon. En revanche, tout à fait à la fin de la période, quand le banquet s'est démocratisé, là, il y a toutes les chances que ce soit pas bon en fait. C'est-à-dire, il y a un témoignage célèbre de Flaubert sur le banquet de Rouen de décembre 1847, dans Dans une lequel il dit... lettre à Louis Collet, il a 26 ans, 26-27 ans, et il dit « Piquette est mauvaise... Il dit en gros qu'est-ce que c'était mauvais, en plus il faisait froid, et puis en plus la compagnie me plaisait pas, il y avait mon serrurier à côté de moi qui me frappait sur l'épaule aux bons endroits des discours. Et manifestement, ça lui a pas plu du tout. » Quand vous dites que ce premier dîner de l'arc-en-ciel fait des émules dans la campagne française, quelle est la réalité de ces émules et à quelle fréquence, par exemple, on voit s'organiser des banquets de cette sorte? Alors en fait, on en voit, normalement, c'est des banquets qui sont offerts aux députés, soit quand ils rentrent de la session parisienne, soit quand ils vont partir pour la session de la Chambre des députés, c'est-à-dire normalement soit en juin à peu près, soit en septembre-octobre. Bon, il y a toujours, les banquets se produisent normalement à cette date-là, en tout cas sous la Restauration, il n'y a pas d'exception. Sous la monarchie de Juillet, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a des banquets un peu plus fréquents et à des périodes un peu moins codifiées, si vous voulez, mais il reste quand même une structuration dans le temps très forte et qui est en lien constant avec le calendrier parlementaire, la session de la Chambre des députés. À de nombreuses reprises, vous insistez sur le fait que le banquet est une fête, reste une fête. Est-ce qu'on y entend par exemple de la musique? Est-ce qu'on y danse? Est-ce qu'on se lève de table? Est-ce qu'on revient à table pour reprendre la discussion? Est-ce que c'est une fête qui dure longtemps? Alors ça dure longtemps. On n'y danse certainement pas. Ça c'est impossible, c'est inimaginable. Il faudrait des femmes, il n'y a pas de femmes dans un banquet. Et ça prêterait à toutes les accusations d'orgie. De débauche. De débauche qui sont que en fait, la presse contre-révolutionnaire, la presse ultra-royaliste n'attend que ça. Bon. Alors qu'est-ce qu'on fait? En fait, on mange assez longuement, on entend des discours qui sont assez longs, en réponse aux toasts qui sont prononcés à la fin du banquet. Et puis après, somme toute, quelquefois, on passe dans des salons et, par exemple, on va jouer aux cartes ou à d'autres jeux. Mais c'est une bonne soirée, assez souvent. C'est assez long. Est-ce que vous pourrez revenir sur ce mot du toast adressé en fin de banquet, en fin de repas? En fait, c'est quasiment c'est un élément essentiel parce que en fait, d'abord on mange et puis au dessert, on lève son verre en l'honneur normalement d'abord du souverain, au roi, et ensuite en l'honneur des revendications. C'est-à-dire, on porte un toast, par exemple, à la garde nationale. On porte un toast à l'enseignement mutuel, c'est-à-dire un enseignement qui échappe au contrôle strict de l'Église. On porte un toast au commerce, c'est-à-dire, en fait, à la bourgeoisie. Quand on est dans une période de rapprochement entre la noblesse libérale et la bourgeoisie qui est plus à gauche généralement, on porte aussi un toast à l'agriculture, mais c'est assez rare. Bon, on peut porter un toast à l'armée si elle est engagée dans une opération extérieure. Enfin, l'essentiel du contenu politique vient des toasts. D'où l'importance, d'ailleurs, de commencer ou non par un toast au roi. Quand on commence par un toast au roi, c'est que on n'affiche pas de volonté de rupture politique. Quand on s'abstient du toast, c'est qu'il y a quelque chose de grave là-dessous et que la fidélité au roi est, disons, discutée. Est-ce que c'est quelque chose qui est directement annoncé, cette idée de toast au roi ou pas de toast au roi est presque une sorte de feuille de route de prise de parole politique au moment des souscriptions? Quand on décide de prendre part à un banquet, est-ce qu'on en connaît à peu près les dispositions politiques? On connaît des choses, mais on ne connaît pas tout. Et c'est pour ça que les hommes politiques prudents évitent les banquets, à moins qu'ils ne soient absolument sûrs du comité d'organisation et du déroulement de la séance. Parce qu'en fait, dans les banquets, tout le monde peut improviser. Surtout quand on franchit le cercle des notables qu'on voyait banqueter essentiellement sous la Restauration. À partir de
Révolution de juillet 1830, le banquet se démocratise et des gens passablement incontrôlables peuvent se trouver conviés et porter des toasts, quelquefois quasiment sacrilèges, à l'intérieur du banc.